Je suis très heureux d'intervenir aujourd'hui et merci à toutes et tous pour votre présence. Merci aux organisateurs et aux organisatrices pour leur invitation. Donc, comme Mélanie vient de le dire, je suis invité ici à témoigner de 10 ans ou bientôt 15 ans d'expérience de prise en charge de la souffrance au travail au sein d'une clinique du travail qui s'appelle le CITES à Liège, où nous recevons en consultation des personnes en difficulté professionnelle. Le centre a été créé par Pierre Firquet, son directeur, qui est parmi nous. Je pense qu'il est là. Merci Pierre. Je tiens à te remercier, à remercier l'équipe pour la construction de ce lieu qui est assez exceptionnel. Je pense que Pierre pourra intervenir aussi dans le débat. C'est une belle expérience que j'ai eu la chance de partager. Alors, je vais commencer par faire part de quelques constats qui sont assez subjectifs, mais qui sont issus de ma pratique de consultation. Et puis, je vais aborder des transformations importantes dans le travail qui sont en lien avec les malaises que nous entendons en consultation. D'une certaine façon, je vais remonter en amont de ce qui a été présenté en première partie de la matinée, pour essayer de réfléchir avec vous au contexte d'apparition des risques psychosociaux. Voilà, en introduction, quelques constats. Alors en pensant à ces 15 ans de pratique, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la chance que nous avons de recevoir en consultation des personnes qui viennent parler de leur travail à cœur ouvert. Et je suppose que les patients, mes collègues diraient la même chose. La chance de rencontres profondément humaines. La chance de pouvoir explorer avec les personnes qui viennent consulter différentes facettes de leur métier, des facettes qui les mettent à mal, mais aussi des facettes où elles peuvent trouver quelque chose de créatif dans leur métier, quelque chose d'intéressant, quelque chose de vivant. Et pour nous, c'est une aventure toujours nouvelle, toujours passionnante, et on a, je pense, cette chance d'un lieu d'exploration avec les patients. Alors, les patients qui nous consultent, ils sont attachés à leur travail. C'est un point essentiel à constater. En tout cas, dans la grande majorité des cas, ce ne sont pas des tirs au flanc. Ils sont engagés dans leur activité. On peut dire qu'ils en attendent beaucoup, ce qui rejoint d'ailleurs les constats des enquêtes sociologiques sur les attentes de sens dans le travail ou de réalisation de soi, des attentes qui sont plus fortes que jamais. C'est sans doute aussi ce qui met les patients en difficulté quand ils ne parviennent plus à réaliser leur travail en respectant ses règles et en respectant ses valeurs. Il y a une phrase qu'on entend de plus en plus souvent, c'est celle-ci: « J'aime mon travail, pas la façon dont on m'oblige à le faire ». À l'attachement au travail, il faut ajouter immédiatement un deuxième constat, celui de la gravité des situations qu'on rencontre. Certaines consultations concernent bien un moment précis, ponctuel pour le travailleur, mais pour d'autres, le travail et la violence qui s'y exerce ont provoqué des dégâts psychiques et sociaux extrêmement graves. Je pense qu'on peut parler d'un état de dévastation. Le corps est dévasté, la pensée est comme paralysée, les liens sociaux sont brisés, le patient est dans un grand isolement. Et parfois, la maladie et l'invalidité lui paraissent les seules issues possibles. Alors il est difficile de dire si cette gravité s'est accentuée, s'est accrue depuis 15 ans. Ce qui est certain, c'est que le nombre de demandes n'a pas cessé de croître. Je pense que ça témoigne d'un malaise profond dans le monde du travail, d'une détresse majeure, mais aussi du fait qu'il devient acceptable de parler de la souffrance au travail. Je pense qu'il y a 15 ans, on commençait à parler de souffrance au travail. L'idée d'une clinique du travail pouvait paraître assez étrange.
Aujourd'hui, on l'a dit en première partie de matinée, la législation sur le bien-être au travail a évolué et les intervenants dans le champ de la santé et de la prévention se multiplient. Les catégories aussi dans lesquelles la souffrance se dit ont changé. Il y a 10 ou 15 ans, on parlait principalement de stress, et puis de harcèlement, et puis actuellement c'est le burn-out qui fait l'essentiel des motifs de consultation. Alors il y a peut-être là un point déjà de bifurcation, puisque ce matin on disait que l'essentiel de la jurisprudence continue à porter sur des cas de harcèlement. Pour nous, l'essentiel des consultations, en tout cas en premier motif, c'est le burn-out. Bien sûr, cette catégorie, on va la questionner, mais c'est très souvent la porte d'entrée pour les patients. Je pense que ça, c'est significatif, cette transformation, ce passage du stress au harcèlement et au burn-out. Peut-être qu'elle indique un risque de médicalisation croissante des problèmes sociaux. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors, c'est un des aspects qui questionne nos liens au droit et je conclurai sur des questions ouvertes à ce propos. Troisième constat, c'est un constat assez inquiet de la difficulté qu'ont les patients à mobiliser des ressources collectives, des ressources dans les instances collectives, d'abord dans leur équipe de travail, ensuite dans les instances collectives, instances syndicales en particulier. On peut dire que les milieux de travail sont toujours traversés par des conflits concernant l'organisation, les règles de métier, les valeurs, les critères d'évaluation. Mais très souvent, ces conflits de travail dérivent en inimitié entre personnes. Il y a comme un déplacement de conflits sur l'objet du travail vers des conflits interpersonnels. C'est comme si on avait perdu la capacité d'identifier et de traiter collectivement des divergences de vues dans les équipes ou des conflits sur l'organisation du travail. Une patiente me disait « Les responsables n'osent plus aller au conflit, les conflits sont larvés... » Pardon, je suis passé un cran trop vite. « Les conflits sont larvés ou bien ce sont des guerres sanglantes. » Voilà, ça, ce sont deux issues catastrophiques. Et dans les deux cas, le recours aux instances collectives semble vraiment très rare. Donc, un constat de désorientation. Les patients paraissent démunis, parfois dans un état de confusion extrême. Par exemple, quand ils ne sont plus en mesure de dire si ce qu'ils ont vécu est normal ou anormal, si c'est juste ou injuste. Et je crois qu'on peut partager d'une certaine façon avec eux cette grande difficulté de comprendre et de lire ce qui se passe dans le monde du travail. C'est sans doute le premier effet des transformations du travail que je vais maintenant aborder. Ce sont des tendances de fond qui ont des incidences sur l'expérience des travailleurs et sur les risques psychosociaux qu'ils rencontrent. Donc, deuxième point, les transformations du travail. Voilà. On peut peut-être dire que le travail est en crise. En tout cas, depuis le tournant des années 80, c'est tout un modèle d'organisation du travail qui a basculé, sous l'effet de contraintes de performance économique. Là, je viens sur des constats davantage sociologiques. La première tendance, c'est l'intensification du travail. Première tendance, l'intensification du travail, ça veut dire, en termes simples, faire plus en moins de temps. Les enquêtes montrent assez clairement donc, un cumul de contraintes dans les situations de travail et l'accélération des rythmes à peu près dans tous les secteurs d'activité. Un point central, c'est que l'intensification détruit les temps nécessaires pour réfléchir à son activité. Des expressions assez fréquentes, c'est on est le nez sur le guidon, je m'épuise à dégager du temps pour ne plus m'épuiser.
voyez, un rythme tellement soutenu que ces espaces de rêverie et de respiration dont on a besoin pour réfléchir à ce qu'on fait disparaissent, ce qui va finalement donc détruire les temps de recul, ce que les ergonomes appellent les temps de recul. Plus de temps de recul, c'est comme si l'activité de travail n'avait pas de pause. Je vais à l'extrême, mais en tout cas, ce qui est frappant, c'est que cette intensification du travail va souvent de pair avec l'urgence, réelle ou créée artificiellement. Mais quand tout est urgent, plus rien ne l'est. Une patiente me disait par exemple qu'elle avait demandé à sa responsable de fixer les priorités pour son service, et la chef avait répondu « tout est prioritaire ». Alors résultat, selon la patiente elle-même, je la cite, « On se bat entre nous, entre collègues, il faut avancer sur tout le plus vite possible en même temps, et on a peur, si on attire l'attention sur un problème, de se voir retirer son dossier. On perd en qualité, en créativité, en cohérence. » C'est sensible et c'est douloureux, je pense que c'est très problématique, en particulier dans les métiers de la relation, métiers de l'enseignement, métiers du soin, métiers de la prévention, sans doute aussi les métiers de la justice. Cette hégémonie du présent, cette urgence de l'immédiat, comme dirait le sociologue Hartmut Rosa, qui empêche de construire une relation dans la continuité, alors que ce sont des métiers de la relation, et ce qui risque aussi d'alimenter un certain anonymat. C'est contraire à l'idée même d'un métier relationnel. Voilà, première tendance, l'intensification. La deuxième, très générale aussi, c'est celle d'une standardisation accrue des procédures de travail. Alors, dans la période de mai 68, les travailleurs ont réclamé plus d'autonomie dans leur travail. Il s'agissait de sortir de la bureaucratie, du taylorisme. Vous savez, ces grandes formes d'organisation où les tâches sont très strictement contrôlées, avec la présence de petits chefs qui surveillent l'exécution du travail. Aujourd'hui, ce sont de nouvelles formes de contrôle qui s'imposent, par la voie de l'informatique en particulier. C'est plus la surveillance directe des petits chefs, c'est un contrôle anonyme, à distance, par les chiffres. Le juriste très proche des sociologues, Alain Suppiot, parle d'une gouvernance par les nombres. Alors c'est un contrôle qui peut réduire parfois à rien les marges de manœuvre où un travailleur trouve de l'intérêt dans son travail parce qu'il met en jeu son ingéniosité et invente des ficelles de métier. La standardisation, elle risque de faire primer la quantité sur la qualité. Alors ça peut aller jusqu'à imposer de bâcler le travail. Ça, c'est une plainte récurrente en consultation au point de devenir peut-être une plainte centrale de nos consultations. Je suis obligé de faire du mauvais travail pour atteindre les quotas de production. Je dois sacrifier les critères de qualité au bénéfice des seuls résultats chiffrés. Alors je me trouve en porte-à-faux par rapport aux valeurs profondes de mon métier. Et du coup, je trahis en quelque sorte mon éthique professionnelle. C'est une source de souffrance éthique très importante. Je pourrais donner des exemples, mais on est un peu limité par le temps, donc on pourra peut-être en évoquer dans le débat, dans l'échange suivant. La standardisation, le contrôle par les chiffres peuvent devenir des méthodes de culpabilisation. Je cite ici un témoignage récent d'une travailleuse en call center. Vous savez, ces endroits où les travailleurs sont soumis à des contraintes de production très strictes pour, par exemple, réaliser des enquêtes par téléphone. Elle expliquait qu'il y avait un écran géant dans la salle où non seulement les résultats de chaque travailleur s'affichaient en continu, mais où la photo du travailleur le moins performant apparaissait en fin de journée, tous les jours. Tous les jours. Alors c'est un peu l'inversion de ce qu'on pouvait connaître avant comme le modèle du meilleur vendeur. Je ne sais pas si on peut qualifier cette méthode de harcèlement, certainement pas en termes juridiques, mais
ça pose une question tout de même sur la méthode de management. En tout cas, après avoir vu sa photo à elle affichée sur l'écran, elle a tout fait pour améliorer son rendement, dans une compétition qui allait devenir permanente avec ses collègues. Au fond, il n'y a même plus besoin de chef, le contrôle est intériorisé avec ses injonctions à la performance. Intensification, standardisation. La troisième tendance, et elles sont convergentes, c'est l'individualisation alors des conditions de travail au sens large. Le management cherche à responsabiliser chaque travailleur à son poste, notamment via des suivis de qualité et les évaluations individuelles de performance. Notez bien qu'on ne parle jamais ou quasi jamais d'évaluation collective, l'évaluation d'une équipe et par une équipe. Ce qui est en jeu, c'est l'évaluation individuelle. Et quand elle est liée aux primes, elle pousse elle aussi à la compétition plutôt qu'à des liens de solidarité. Alors, dans ces conditions, quand ils existent encore, les collectifs sont très fragilisés. Les équipes sont sans cesse recomposées, les organigrammes changent sans arrêt. La gestion des ressources humaines va elle aussi vers une individualisation des conditions de recrutement, de rémunération, etc. Notre collègue Dominique L'Huillier en France disait que c'est une précarisation du travail, qui n'est pas celle de l'emploi. C'est la perte des repères de métier dans la polyvalence, dans la flexibilité, quand le travailleur peut avoir le sentiment que tout change tout le temps et qu'il n'a jamais vraiment le temps d'acquérir son expérience professionnelle. L'individualisation aboutit au sentiment d'isolement. Et souvent, les patients disent « mais je n'ai pas trouvé de collègue à qui parler de mes difficultés avant de venir en consultation ». Les travailleurs alors portent seuls la pression psychique et un sentiment de honte. Je ne suis pas à la hauteur, j'ai honte d'être en arrêt de travail, mais aussi j'ai honte de ce qu'on m'a fait faire et honte de ce que je suis devenu. Voilà, c'est un tableau un peu sombre. Alors la question clé pour nous en clinique, et je pense aussi pour notre dialogue aujourd'hui, c'est celle des liens entre ces souffrances individuelles et le contexte organisationnel, et peut-être plus largement le contexte sociétal. Est-ce que les transformations du travail dont je viens de parler ont des incidences sur les risques psychosociaux? Le problème du harcèlement, par exemple. Est-ce que c'est seulement un problème d'abus de pouvoir entre un bourreau et une victime? Ou est-ce que c'est le symptôme de problèmes plus larges d'organisation? Où est la bonne focale? Est-ce qu'on doit resserrer sur l'individu? Est-ce qu'il faut élargir peut-être même aux exigences d'un système économique qui est en train de tourner fou, avec ses pressions au rendement, sa course insensée vers la performance, qui épuise autant la planète que les humains? C'est vrai que nous sommes dans des consultations individuelles, dans le cas par cas, et l'exercice de la clinique, du travail, c'est un exercice de solitude, comme disait Pierre Firquet. On est dans le huis clos d'une consultation en face à face, sous le secret professionnel. Pourtant, on peut dire aussi que nous sommes témoins, et les patients avec nous, des mutations profondes du travail, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ont des effets sur les corps et sur les psychés des travailleurs. Je pense que les conseillers en prévention sont sans cesse dans ce même constat. Certains cliniciens, certains chercheurs ont parlé de nouvelles pathologies du travail. Christophe Dejour, par exemple, distingue 4 pathologies. Les pathologies de surcharge, les pathologies post-traumatiques, les dépressions et les tentatives de suicide et le harcèlement. Il fait directement, lui, le lien entre ces pathologies et les nouvelles méthodes de gestion impulsées dans le cadre de l'économie néolibérale. Je vais conclure alors avec 3 questions relatives à cette notion de nouvelle pathologie du travail. Question ouverte. Première chose,
la notion de pathologie est ambiguë. Remarquez qu'il est question de pathologie du travail. Et peut-être qu'on peut l'entendre dans les deux sens. Le travail provoque des pathologies. Hein, des maladies psychiques et somatiques sont suscitées par le travail, par les conditions de travail. Mais on pourrait dire aussi, le travail lui-même est en mauvaise santé. Hein, et il s'agit de le soigner. Je crois que c'est intéressant de maintenir l'équivoque hein, entre les deux dimensions. En tout cas, pour nous, il faut prendre au sérieux, évidemment, la souffrance du travailleur, parvenir à entendre ce qui le met à mal, pour ne pas nier une nouvelle fois la profondeur des atteintes subjectives dans le harcèlement, dans la violence subie. Mais un enjeu pour nous, c'est d'éviter de médicaliser ou de psychologiser la souffrance, hein, ce qui la ramènerait à un problème strictement individuel ou interpersonnel. Pour reprendre une expression de Dominique L'Huillier, ce serait transformer le problème social de l'oppression en problème personnel de l'opprimé. Pour nous, je vais le dire de façon très générale, un travailleur qui va mal en raison de son travail, c'est toujours aussi un symptôme de dysfonctionnement organisationnel et sociaux. Donc voilà, première question, la notion de pathologie et le lien hein, avec le contexte de travail. Deuxième chose, c'est proche de ma première question, c'est vrai que les transformations du travail n'ont pas un effet direct hein, sur l'expansion des risques psychosociaux. On ne peut pas dire que l'intensification du travail cause le burn-out. Je crois qu'on ne peut pas dire que l'individualisation cause le harcèlement ou que le harcèlement cause une décompensation psychiatrique. D'un point de vue clinique, il n'y a pas de causalité directe. Hein, le lien est toujours filtré, médiatisé, si vous voulez, par l'histoire du sujet lui-même, par l'histoire des rapports de travail et par la façon dont ces histoires s'imbriquent l'une dans l'autre. Mais on ne peut pas dire non plus que les transformations du travail sont sans effet. Hein, je le disais tout à l'heure, effet sur le corps, effet sur la psyché. Ce serait facile, hein, trop facile, d'estimer que les pathologies du travail seraient une affaire de fragilité individuelle. Une part de la souffrance individuelle revient clairement à l'organisation du travail, aux surcharges de tâches, aux contradictions non résolues dans les normes de travail, aux conflits non traités qui dégénèrent en guerre sanglante, pour reprendre l'expression de la patiente, au manque de prévoyance de l'employeur, y compris dans le traitement des conflits. Voilà, alors mon dernier point revient à la clinique. Pour un patient, il peut y avoir un gouffre entre l'expérience qu'il a vécue de l'injustice, de la violence, de l'oppression, et l'objectivation qui est nécessaire pour faire la preuve d'un harcèlement, par exemple. La causalité psychique n'est pas la causalité juridique, ni la responsabilité en droit, on l'a déjà évoqué avec Madame Verhelst. Alors je n'ai pas eu beaucoup de suivi, personnellement, dans lesquels les patients avaient aussi engagé une procédure en justice. Ces procédures sont vues comme longues, coûteuses matériellement, coûteuses psychiquement. Elles sont vues comme incertaines. Elles peuvent être libératrices, mais elles peuvent aussi raviver les blessures personnelles et alimenter un ressentiment difficile à surmonter pour le patient. Je voulais terminer avec, alors, sur cette question des blessures et de leur réparation, terminer avec une évocation poétique. J'avais une image, je ne sais pas si je vais être en mesure de la projeter, mais vous pourrez, si je n'y arrive pas, l'imaginer. C'est bloqué sur la même diapositive, on va voir. Non. C'est pas grave. L'évocation était celle du travail d'un artiste qui s'appelle Kader Attia dans une exposition tenue à Gand. C'est coincé, je pense, tout au début.
Donc Kader Attia a présenté dans cette exposition, qui s'est tenue il y a quelques années, un ensemble de tissus congolais de l'ethnie Kuba. Vous allez me demander, mais qu'est-ce que ça vient faire ici? Ça vient faire avec la question de la déchirure et de la réparation. Il soulignait le fait que ces tissus déchirés étaient réparés toujours avec une pièce visible, donc laissant voir les traces de la couture. Donc le passage du temps et la marque d'une histoire. Il écrit que ces tissus montrent des réparations qui, d'une certaine façon, se situent à l'opposé de ce que nous, modernes occidentaux, avons toujours défendu, c'est-à-dire plutôt effacer la blessure, faire disparaître les traces de la réparation. Réparer, dit-il, ça signifie dans la culture occidentale retourner à l'état originel, donc nier la blessure. Dans les sociétés traditionnelles, réparer signifiait montrer qu'on a traité la blessure, donner une place aussi importante à cette réparation qu'à la blessure. Bref, donner une seconde vie à la chose blessée, pour ramener à la vie ce qui avait été abandonné à la mort. Voilà, je crois que c'est ce qui est en jeu fondamentalement dans un travail clinique. Est-ce que ça l'est aussi dans le recours au droit? Je laisse la question ouverte pour le débat et je vous remercie beaucoup pour votre attention.